Salut les réfractaires, je sais pas si t'as remarqué, mais mardi c'était férié. Voilà, c'était le jour de la fête nationale, il y avait des avions, des drapeaux, des trucs comme ça, enfin bref. T'as même des soignants qui ont accroché une banderole avec des ballons pendant qu'il y avait la Marseillaise qui était jouée aux Champs-Élysées, enfin bref, c'était une belle journée. Mais surtout ce qui était exceptionnel, c'est que... La fin de cette phrase va te décevoir. Ce qui était exceptionnel, c'est qu'il y a aussi eu une interview d'Emmanuel Macron qui a duré plus d'une heure. Voilà, que je me suis tapé pour l'analyser, pour essayer de voir comment est-ce que ce gars-là fait et utilise la langue de bois pour essayer de nous dégoûter de la politique. Parce que j'imagine, que tu n'as pas regardé cette interview parce que c'était incroyablement long et incroyablement creux, il n'y avait pas grand-chose qui se sont dit. Et pourtant, il y a plein d'enseignements à tirer parce qu'il va falloir qu'on se protège un moment ou un autre de la langue de bois. Et ce qu'on va voir ensemble, c'est un décryptage à travers 10 étapes, à travers 10 sujets, pour montrer à quel point Emmanuel Macron se fout notre gueule avec sa langue de bois. Donc, c'est bon, t'es prêt ? C'est parti. Et ça commence très fort et très vite avec l'utilisation de la peur comme argument à travers cette question du journaliste. On a entendu des manifestants, on a entendu des Français exprimer à votre endroit de l'hostilité et parfois de la détestation. Est-ce que vous comprenez pourquoi ? Et face à cette question, évidemment, Macron y réagit comme ça. Les critiques, même si in petto, je peux considérer qu'elles sont injustes, elles font partie du jeu démocratique. La haine, le discours radical, la brutalité, je crois que ça ne fait pas partie de la vie démocratique et que ça affaiblit plutôt une démocratie. Donc le journaliste pose directement une question qui est liée à l'émotion, ce qui permet à Emmanuel Macron, déjà dans un premier temps, de parler de la belle démocratie, de cet idéal qu'on connaît tous. Et dans un second temps, des violences des manifestations pour à la fois jouer les victimes, en disant que lui, il souffre de cette haine-là qui est injustifiée parce que c'est que de la haine et de l'émotion. Et ensuite, en plus, il se joue un peu personnage très humble parce qu'il accepte cette contradiction et cette haine malgré le fait que ce soit une injustice. Et là, on est à 3 minutes 30 et déjà, il y a un petit effet de manche parce que la contestation devient illégitime et basée sur la peur d'un côté et le président, ça devient quelqu'un de valeureux qui lutte contre les injustices et qui est lui-même victime d'injustice. Des pics au sens, pardonnez-moi, au sens du terme, c'est-à-dire que c'est pas Macron démission. C'était ce qui est dans le jeu démocratique, c'est arrivé à vos prédécesseurs, c'est mort à Macron avec votre effigie au bout d'une pique. Ensuite, le président de la République, il veut défendre son bilan et il veut se déresponsabiliser des échecs. Et pour ça, il va utiliser un autre procédé rhétorique, il va pas utiliser la peur, mais plutôt l'infantilisation. Si nous nous écoutions nous-mêmes tous les jours, on faisait moins bien que les voisins, nous étions les pires. Quand on commence à regarder le bilan, non, il y a une épidémie, on y reviendra une fois encore, on est loin d'être les pires. Mais c'est la fameuse « essayer la dictature pour voir ». Et ça fait passer en réalité les critiques comme des caprices de personnes privilégiées qui ne savent pas se contenter de ce qu'ils ont. En gros, c'est comme si la contestation, c'était juste des adolescents qui ne savaient pas profiter de ce qu'ils ont déjà. Et donc, dès le début, il essaie de casser la contestation en essayant de la rendre illégitime et capricieuse. Et il rajoute par-dessus ça le fait que la contestation, selon lui, c'est motivé par des passions tristes. Nous avons, en notre sein, ce que j'ai parfois appelé ces passions tristes, c'est-à-dire des forces de division. On lisait ce matin un texte du général de Gaulle qui en parlait lui-même, qui parfois nous conduisent à ne plus vouloir avancer parce qu'on ne pense qu'à ces divisions-là. Parce que qu'on soit d'accord, le fiasco des masques, c'est pas une passion triste, c'est pas une émotion, c'est pas juste on n'est pas content, c'est une enquête de journalistes basée sur des faits. Et le fait de faire passer ça évidemment sur le coup de l'émotion, ça décrédibilise totalement la contestation et ça permet juste de dire c'est juste des passions tristes et il ne répond absolument pas sur le fond. Et il espère de cette façon de nier totalement le débat pour essayer de s'en sortir sans avancer aucun argument. Sauf que cette technique-là, elle se voit comme le nez au milieu de la figure. Et après avoir bien ridiculisé la contestation, il va passer à la défense de son bilan. Et il commence évidemment par admettre qu'il a eu des erreurs sans vraiment les préciser, mais il ne finit pas la phrase là-dessus, évidemment il rajoute ceci. Nous avons vécu au fond des crises économiques à répétition et le chômage de masse qui affaiblit des familles et fait douter. Donc Macron, il a fait face au chaos du monde moderne, toutes ces crises et tout ça, et donc Salomé lui permet après de parler de tout ce qu'ils ont fait de bien pour la France. Moi j'ai mené au début de ce quinquennat, avec le gouvernement d'Édouard Philippe, des réformes tambour battant. Parce que je considérais que c'était sur ce pacte que les Françaises et les Français m'avaient élu. Moderniser le pays, avancer sur le marché du travail, la SNCF, la réforme des retraites, mais également l'école pour permettre justement de mieux éduquer
apprendre à nos enfants, en particulier en venant de milieux les plus modestes. Nous avons lancé une très grande réforme de la santé, avant même la crise. Et donc, il va parler des réformes, les fameuses réformes. Et là, c'est assez intéressant parce que c'est vraiment une rhétorique qui est constamment utilisée par Macron et par les libéraux en général. C'est de dire en gros que le changement, la réforme, l'évolution, c'est forcément un plus, un progrès et qu'on va vers quelque chose d'une sorte d'amélioration. Et pour faire passer ça, ils font passer la réforme pour quelque chose qu'il n'est pas, en plaçant plein de mots-clés, tu sais, on favorise les quartiers sensibles avec l'intégration de citoyens et une coordination avec les élus locaux pour amener de la dynamique, enfin bref, du Franck Lepage qu'on connaît bien. En fait, la réforme, elle est posée comme une opinion politique. Sauf que quand tu dis « je suis pour réformer le pays », bah t'as rien dit. T'as juste dit que t'es pour le changement, mais tu dis pas quel changement tu veux. Et c'est là toute l'arnaque, parce qu'ils assimilent ce changement-là à un progrès. Sauf qu'il faut faire la démonstration que le changement que tu veux apporter au pays, ça mène à un progrès, que la société est mieux organisée avec ça. Ils présentent ça comme une évidence, alors qu'ils ne démontrent rien. Deuxième truc intéressant, là, il va expliquer pourquoi il a voulu être président de la République. C'est pour rendre une France plus forte et plus indépendante. Et je crois que c'est par le travail, par l'économie, mais aussi par son modèle social. Et tout ça, on a contribué à le faire, mais peut-être en ne l'expliquant pas assez. Mais je le fais aussi pour que chacun retrouve la maîtrise de sa vie, de son destin, et qu'il y ait un chemin de justice. Et ça, je ne l'ai pas assez montré. Mais parce que nous n'avons pas produit assez de résultats, parce qu'on n'a pas été assez vite, je ne l'ai peut-être pas assez dit. Et donc là, il en rajoute une couche encore sur la contestation. Déjà, elle est enfantine, en plus, elle est violente, elle est basée sur des passions tristes, elle n'est pas du tout rationnelle, mais en plus de ça, elle a comme origine, comme source, le fait qu'elle a mal compris le projet d'Emmanuel Macron. Et ce qui est une chose absolument terrible, il dit « on n'est pas assez intelligent pour comprendre réellement le projet de Macron ». Donc ça ne veut pas dire « on va changer de cap », ça veut dire juste « on va essayer de plus réexpliquer ». C'est là, au niveau de l'infantilisation, c'est quasiment le sommet, on ne peut pas faire mieux. Comme si on n'était pas assez grand pour constater et comprendre toute la destruction qui sont liées avec la libéralisation de l'économie. Encore une fois, il n'oppose aucun argument rationnel à la contestation et il ne fait que des effets de manche pour la décrédibiliser. Et pire que ça, parce qu'il va encore plus loin dans le délire, il dit « si les réformes ne marchent pas, c'est parce qu'on n'est pas allé assez vite ». Et ça permet de dire deux choses. À la fois, tu sais, c'est comme quand tu fais un entretien d'embauche et que tu essaies de faire passer tes défauts pour des qualités. Bah là, c'est pareil. Il dit en gros, on est trop humble, on n'a pas voulu faire ça assez vite parce qu'on a voulu essayer de convaincre les autres, alors qu'en plus, ça sert à rien. Donc là, il se fait passer pour un gouvernement humble qui va aller plus vite dans les années futures. Et deuxièmement, ça permet aussi de dire que si tout ça a foiré, c'est surtout à cause de l'opposition qui a ralenti le train des réformes. Donc on a d'un côté une contestation qui est infantile, violente, dangereuse et qui comprend rien, qui est passion-triste, et de l'autre côté un gouvernement qui est à la fois trop intelligent, qui est à la fois trop humble et qui en plus est freiné par trop de contestations. Et je rappelle que ce type-là est censé être le président de la République et qui veut unifier toute la France, etc. etc. C'est quand même mal parti. Et elles étaient nécessaires parce qu'elles ont redonné aussi de la force au pays, qui lui a permis de traverser la crise actuelle. Ce qui ne précise pas, dommage, c'est que avant la crise du coronavirus, avant qu'il y ait plein de monde dans les hôpitaux, là, c'était déjà sacrément la merde. Il y a eu un mouvement social qui avait duré quasiment 1 an dans les urgences, il y a eu des grèves, tout ça pour contester le fait qu'il n'y avait pas de moyens, qu'il n'y avait pas assez de personnel, et que la Macronie, et ceux d'avant aussi, avaient supprimé énormément de lits. Et notamment, ils critiquaient la T2A qui avait été mise en place par Bachelot et par Jean Castex, qui avait radicalement réduit le budget des hôpitaux. Et il y avait aussi l'histoire de ne pas renouveler les stocks de masques pour économiser quelques millions. Enfin bref, ce genre de choses qui montrent que la politique de Macron en général, celle un peu avant mais surtout Macron, n'a absolument pas aidé à lutter contre la crise du coronavirus. Bien au contraire, le fait de ne pas avoir de masques, le fait de manquer de soignants, de manquer de moyens, ça a été un véritable frein qui nous a empêchés de véritablement faire en sorte que cette crise-là ne s'aggrave pas trop. Et c'est pour ça d'ailleurs que la France est un des pays qui a le ratio de morts à cause du coronavirus le plus fort d'Europe. Donc oui, la France a la tenue, mais pas grâce au gouvernement, mais plutôt malgré le gouvernement et grâce aux travailleurs essentiels qui ont fait le boulot quand il le fallait. Et le président termine avec cette phrase. Ce projet pour le pays, c'est pas changer de cap, de destination finale, qui est d'avoir une France forte, indépendante, dans une Europe autonome, et au fond que chacun puisse vivre mieux. C'est de changer de chemin pour y arriver. C'est d'associer davantage, c'est de passer davantage par le dialogue social, par l'association avec les élus. Et c'est peut-être de bâtir plus fortement une confiance si fragile. Bon, une France indépendante dans une Europe autonome, c'est vrai que c'est une phrase qui sonne bien.
Sauf que c'est totalement contradictoire. La souveraineté ne se partage pas, soit elle est nationale, soit elle est européenne. Mais par contre, ce qui est dingue, ce que je trouve... Enfin... Son nouveau chemin qu'il dessine là pour le gouvernement, pour l'acte 2, pour le jour d'après, tout ça, c'est exactement, mot pour mot, tout ce qu'il a toujours dit pour qualifier sa politique. C'est-à-dire faire du transpartisan, faire le dialogue social, essayer de faire avec les élus locaux. Ça, c'est son programme depuis 2017 et c'est ce qu'il rabâche à chaque fois, à chaque intervention, à chaque interview. C'est dingue parce qu'il nous dit que tout va changer, mais en même temps, il nous dit la même chose. Et je trouve ça dingue qu'il assume à ce point la contradiction en espérant que personne ne le voit. Et le prochain sujet, évidemment, c'est celui du remaniement. Donc le journaliste, en gros, il dit que tout le monde aime Édouard Philippe, mais ce qui est intéressant, c'est surtout la réponse de Macron quand le journaliste lui pose la question pourquoi est-ce qu'il a mis Jean Castex et pourquoi il n'a pas gardé Édouard Philippe. Parce que c'est une page politique et de la vie du pays qui se tourne. Parce qu'on ne peut pas dire on emploie un nouveau chemin, une nouvelle méthode, un nouveau temps du quinquennat, et dire on le fait avec la même équipe. Et là encore, cette réponse, elle est totalement déconnectée avec la réalité. Parce que Jean Castex, c'est la même école qu'Édouard Philippe, c'est juste qu'il est plus chiant et qu'il a un accent, c'est tout, il n'y a pas de différence. La preuve, c'est qu'il n'y a pas de changement de programme. Il n'y a pas un programme Édouard Philippe et un programme Jean Castex. Ils appliquent la même politique et avec le même calendrier en plus. Et comme on l'a vu sur la chaîne du Canard dans les dernières vidéos, le remaniement, c'était quand même très spectaculaire et au fond, ça ne change rien parce qu'il y a très peu de nouveaux et c'est juste des changements de poste, machin qui va ici, ça fait les chaises musicales. Il n'y a pas de changement réel avec le remaniement, c'est surtout de la com. Ce qui fait que c'est assez rigolo parce que on a le même gouvernement qui doit faire absolument les mêmes réformes, le même programme, avec la même méthode, puisque ce sont les mêmes mots-clés qu'utilise Emmanuel Macron. Et cinquième sujet, il parle de Darmanin. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement a supprimé pas mal d'aides pour les associations de femmes victimes de viol ou ce genre de trucs, malgré tout le batifolage de Schiappa. Schiappa, c'est cette personne qui était ministre de l'égalité homme-femme et qui avait d'ailleurs annoncé ne pas vouloir applaudir Polanski parce qu'il était accusé de viol. Et là, il y a quelques jours, elle a applaudi Darmanin alors que il est accusé de viol aussi. Voilà. L'enquête, elle a été classée sans suite et surtout sans instruction judiciaire par le parquet de Paris, qui est lui-même sous l'autorité de qui ? Du ministère de la Justice. Et comme par hasard, vu que c'était pas ouf réglementaire, la Cour de cassation et la Cour d'appel, qui sont des juridictions un peu plus hautes dans le game de la magistrature française, ils ont dit que c'était pas très légal tout ça et qu'il fallait réouvrir une enquête. En plus de ça, il assume à moitié les faits, enfin bref, c'est un peu chelou et on comprend pourquoi il y a la contestation dans le pays et qu'il y a des manifestations. Mais après ça, il y a un autre truc qui est là beaucoup plus intéressant. Si, à partir du moment où quelqu'un est accusé, n'est pas jugé, il devient, en quelque sorte, la victime d'un jugement de rue ou de réseaux sociaux. Parce qu'il y a une émotion, et je peux comprendre cette émotion parce que je partage la cause. Alors s'impose le choix politique démocratique de dire celui-ci ou celle-là ne peut pas avoir de responsabilité politique. Mais vous n'avez Notre démocratie change de nature. Elle devient une démocratie d'opinion. Et là, pour le coup, en fait, je suis totalement d'accord avec lui. Voilà, c'est surprenant, ça tombe comme ça dans le discours, mais je suis carrément d'accord avec lui. La présomption d'innocence, ça permet de pacifier les débats. Ça permet à la justice de faire son travail, comme ils disent. Et surtout, ça permet de sortir un peu de la dictature des réseaux sociaux où tout le monde peut dénoncer tout le monde et qu'il n'y a pas vraiment de justice qui est faite. Sauf que cet argumentaire-là, il est vrai, mais il faut le mener jusqu'à la fin. En réalité, la présomption d'innocence, elle a de la valeur, elle a de l'utilité, elle n'est pas bidon, seulement si, à côté, les gens, ils ont confiance en la justice. Parce que là, Darmanin, on sait très bien que s'il est coupable, si jamais il est coupable et qu'il a fait de la merde, on sait très bien que, vu qu'il est ministre de l'Intérieur, il ne sera jamais jugé de manière impartiale, il ne sera jamais condamné. Donc oui, la présomption d'innocence, c'est quelque chose de très cool, mais ça se mérite. Et nous, ce qu'on veut, c'est pas forcément condamner Darmanin. Ce qu'on veut, c'est une justice indépendante qui est capable, si elle le juge nécessaire, de condamner, pourquoi pas de mettre en prison des ministres en exercice, même s'ils ont du pouvoir comme Darmanin. Donc Macron, il a bien commencé en parlant de la présomption d'innocence. Par contre, il finit très mal en disant ceci. J'ai eu une discussion avec lui, parce que c'est un responsable politique qui est intelligent, engagé, qui a été aussi blessé par ces attaques. Donc il y a aussi une relation de confiance, d'homme à homme, si je puis dire. Le président de la République, un ministre nommé sur la réalité de ces faits et leur suite. Donc plutôt que la confiance aux institutions et à des réformes réelles, tout ce qu'il dit, c'est que j'ai une relation d'homme à homme à Darmanin, j'ai confiance en lui, donc vous pouvez avoir confiance en lui. Voilà.
Donc on retrouve un truc totalement archaïque et un truc totalement monarchiste. Puisque le roi est d'accord, tout le monde devrait être d'accord avec lui. Alors qu'en République, normalement, ce sont les institutions qui décident de ça. C'est pas des affinités de machin avec truc. Et donc pas étonnant que les contestations continuent et que le schmilblick n'avance pas du tout. Et là, c'est le 6e sujet, c'est un peu le Covid, bon c'est un peu chiant, et surtout qu'il n'y a pas eu de grandes annonces. Il a juste dit qu'il faut rapporter un masque dans les lieux publics éclos à partir du 1er août, et des trucs comme ça. Bref, pas grand chose de cool à part cette petite phrase-là. Nous sommes le pays des Lumières. Dans le pays des Lumières, moi je crois à la rationalité, et donc à la rationalité scientifique. Ça fait écho notamment au fait que Macron n'a pas du tout suivi, et dès le début de l'épidémie, les recommandations de l'OMS ou du Conseil scientifique. Alors évidemment, l'OMS et le Conseil scientifique, ils ont des problèmes, il faut peut-être pas écouter tout ce qu'ils disent à la virgule près. Mais quand tu te drapes d'une autorité scientifique, et que en même temps, les plus grandes autorités scientifiques, tu dis qu'elles disent de la merde et tu fais tout le contraire, c'est quand même une contradiction assez immense. Bref, il a beau citer les Lumières, de se faire beau, tout ça, et en réalité, tout ce qu'il espère, c'est que le peuple français soit un peuple de poissons rouges. 7e sujet, on va parler de l'économie, et là encore, il commence directement avec la peur du chômage. Monsieur le Président, cette crise a aussi fait plonger notre économie. Oui. L'INSEE prévoit pour la fin de cette année 2020 900 000 chômeurs de plus. C'est vertigineux. Est-ce qu'il faut s'attendre à ça ? Donc là, c'est le même schéma. Ils essayent de faire peur aux gens en disant 1 million de chômeurs, c'est une situation inédite, blablabla. Et puis après, il met en valeur les actions du gouvernement. C'est classique, mais là, encore une fois, ils nous l'ont tellement fait que ça saute aux yeux. Et il continue avec le dialogue social, le fameux dialogue social, et encore pire avec les partenaires sociaux. J'en avais parlé dans une des dernières vidéos en faisant des gros yeux en disant ça, parce que ce mot-là, il a un principal problème, c'est que c'est la langue de bois, encore une fois. Parce que les partenaires sociaux, en réalité, ce sont les syndicats. Et quand un syndicat dit non à quelque chose, à une réforme que propose le gouvernement, il est dans son rôle. Par contre, c'est totalement différent avec un partenaire social. Parce qu'un partenaire, c'est censé travailler en commun pour trouver une solution patati patata. Donc, les journaux, ils vont pas titrer « les syndicats s'opposent », mais les partenaires sociaux s'opposent, ce qui paraît, encore une fois, une infantilisation de personnes qui sont jamais d'accord, etc., etc. Donc là, tu vois, c'est une embrouille classique qui coûte rien, en 2 mots, c'est vite fait, hop, on n'en parle plus, mais ce qu'il dit après, c'est juste incroyable. Monsieur le Président, quand on voit dans certaines entreprises comme de Richebourg, filiale d'Airbus, on demande aux salariés de baisser de 20% leur salaire pour pouvoir les garder. Vous, si vous étiez salarié, si votre patron venait vous dire « soit vous baissez votre salaire de 20%, soit je ne peux pas vous garder », vous feriez quoi? Vous acceptez le deal ou vous dites que c'est du chantage inacceptable? D'abord, ça ne doit pas être du chantage, ça doit être le dialogue social. Et c'est comme ça qu'on l'a conçu avec les partenaires sociaux. Ce moment-là de l'interview, il est absolument stratosphérique. J'ai envie d'imprimer cette phrase-là, le mettre dans un cadre, le mettre au-dessus de mon lit. Comme ça, tous les matins, je vais me réveiller en disant que tout est possible. Non mais sérieux quoi, parler d'une réduction du salaire pour ne pas s'être viré, non pas comme un chantage, mais comme un dialogue social... Ça se voit déjà que le gars, il est jamais rentré en entreprise, parce que dans l'entreprise, tu as à la fois un concept qui s'appelle la subordination et un autre qui s'appelle le principe de réalité. Et en gros, ça dit que c'est le patron qui te donne ton salaire. Et donc à partir de ce moment-là, tu n'as aucune égalité de traitement dans le rapport de force, tout ça, c'est le patron qui décide en réalité. En plus de ça, tu as eu énormément d'arbitrages qui ont été placés en faveur notamment des grands patrons à travers la loi travail. Et le prochain sujet qu'ils abordent, c'est celui des retraites. Et parce que je vous rappelle que dans cette réforme, il y a aussi la meilleure prise en compte de leur période d'activité, et il y a également une avancée sociale inédite, qui est la retraite à 1 000 € pour tout le monde, le minimum contributif à 1 000 €. Si on a contribué toute sa vie. Minimum contributif, c'est-à-dire pas le dispositif, qui est le minimum vieillesse non contributif. Sauf que tout le problème, c'est que le concept de carrière complète, au début, il était flou, et après, on s'est rendu compte que c'était une belle arnaque. Parce qu'avec la réforme, il va falloir travailler au minimum 43 ans pour pouvoir avoir une carrière complète et donc profiter de ces 1 000 €. Ce qui veut dire qu'une personne qui a travaillé de 20 ans à 63 ans sans jamais s'arrêter, cette personne-là, elle va pouvoir profiter de ces 1 000 €. Voilà, c'est ça son avancée sociale. Sachant que le minimum vieillesse était à 970 €. Donc en gros, il gagne 30 balles. Surtout que le départ à la retraite sans décote, il n'est pas fixé, c'est un truc que tu as l'âge pivot, enfin l'âge d'équilibre, enfin ils ont changé, mais en fait non, ils n'ont pas changé. Et en gros, ça change en fonction des générations. Et avec le temps, ça va augmenter cet âge, ça va passer de 62 à 63, à 64, à 65, etc. etc. C'est un peu comme si on faisait un régime spécial par génération. Et sans parler même de la règle d'or qui consiste à dire que pour les retraites, on ne va pas dépenser plus de 14% du PIB.
Sauf que le problème, c'est qu'on est déjà à 14%, donc ça veut dire que dans l'avenir, il y aura plus de retraités pour exactement le même financement, vu qu'il n'y a pas de croissance et que même ça va baisser la croissance. Donc, forcément, il y aura une baisse des pensions. Mais ça, Macron ne le dit pas. Et le prochain sujet, c'est sur les impôts qui sont magnifiquement introduits par Léa Salamé. Monsieur le Président, tout l'argent que vous avez mis sur la table, vous venez de le préciser, pour amortir le choc économique de l'épidémie, il va falloir le trouver. L'argent que vous avez mis. Pas l'argent que l'Assemblée nationale a décidé de mettre, pas l'argent que le gouvernement a décidé de mettre, pas l'argent que les personnes, les travailleurs ont réussi à rassembler à travers l'impôt. Non, c'est vous, le président, qui avez donné de manière généreuse 500 milliards à l'économie française. C'est quand même dingue de nous pondre un jambon pareil, quoi. Enfin, c'est pas Macron qui a donné ça de sa poche, c'est pas son argent à lui, c'est son rôle en tant que chef de l'État de décider du budget de la nation. Je pense qu'on ne résout pas une crise comme celle-ci en augmentant les impôts. Pourquoi ? On dit on va augmenter les impôts, les gens ne consomment pas, le doute s'installe et le pays ne repart pas. Et là, c'est aussi nous prendre pour des jambons, parce qu'on a quand même une petite mémoire et on se souvient ce qu'il a dit 10 minutes plus tôt. Il a dit qu'on ne pouvait pas se passer de faire baisser le salaire si ça pouvait sauver de l'emploi et tout ça. Ok, bon, ça, c'est son monde cohérent à lui. Mais 10 minutes plus tard, il dit qu'on ne peut pas augmenter l'impôt de la plus grosse tranche de l'impôt sur le revenu parce que ça va nuire à la consommation. Alors que faire baisser de 20% les salaires des plus pauvres, mais ça va être une catastrophe pour la consommation. Ça va être une catastrophe. En plus, on va acheter de la merde parce qu'on n'aura plus que ça à faire. Mais au contraire, si tu arrives à juste relever le niveau d'imposition de la tranche haute, là, ça va plus taper sur des personnes qui font de l'épargne ou qui font des investissements qui ne sont pas forcément nécessaires. Donc là, il y a une contradiction absolument incroyable. Et il essaye de faire passer pour de l'économie, pour de la bonne gestion, ce qui est en réalité une politique fiscale de classe. Donc ça, c'est sa nouvelle méthode. C'est on ne touche pas aux dividendes des plus riches, mais en même temps, on va baisser de 20% les salaires des plus pauvres. Et ce que je vais dire les yeux dans les yeux en sortie de crise, la priorité, c'est de remonter l'impôt sur le revenu de ceux qui gagnent le plus. Non, ça ne réglera rien. Ça découragera plutôt un enrichissement par le travail. Or, moi, j'ai besoin de femmes et d'hommes qui s'engagent, ont envie de tirer leur famille, leurs proches, etc. Que notre pays assume la justice sociale et l'esprit de conquête. Quand tu as un travailleur, que tu gagnes le SMIC ou quelque chose qui se rapproche de ça, je veux dire, tu ressens rien du tout quand un politique évoque le fait de augmenter l'impôt pour les plus hauts revenus de l'impôt sur le revenu. Parce que toi, tu sais très bien que même si tu travailles très fort en tant que caissier ou en tant qu'ouvrier agricole, tu ne vas jamais toucher rien d'autre que le SMIC ou un peu plus le SMIC. Ce concept de dire que tout le monde peut devenir millionnaire et de fait que de mettre des impôts sur les millionnaires, ça freine les gens à travailler, c'est du bidon. Parce que pour l'énorme majorité de la population, la tranche la plus haute de l'impôt sur le revenu, c'est quelque chose d'absolument inaccessible. Parce que le travail qu'on fait ne permettra jamais d'atteindre ce niveau de revenu. Je ne sais pas s'il fallait le prouver, mais en tout cas, c'est un argument de plus pour dire que Emmanuel Macron est totalement déconnecté du reste de la population. Et on arrive à la fin parce que c'est le 10e sujet, ça porte sur l'écologie. Ils abordent la question de la modification de la Constitution. Celle de l'article 1er, qui place l'objectif de lutte contre le réchauffement climatique et aussi le respect de la biodiversité dans notre texte constitutionnel. Vous avez vu, Macron, maintenant, il finit mes phrases. Là, c'est une proposition qui est symbolique. Parce que tu peux très bien faire de déclarations, des trucs comme ça. Si à côté, tu mets pas de contre-pouvoir, ça reste à la disposition du pouvoir. D'autant plus qu'en 2005, il y avait déjà eu une modification qui s'appelait la Charte de l'environnement, qui avait été placée en tête de la Constitution et qui disait, grosso merdo, la même chose. Mais vu qu'il n'y avait pas de contrainte, on l'a bien vu, ça n'a eu aucune conséquence. Donc un référendum, mais c'est peut-être un congrès, donc on ne sait pas, mais de toute façon, c'est sur un truc symbolique qui ne sert à rien parce que c'est déjà là. Enfin bref, la Macronie habituelle. Et sur les 147 propositions qui ont été faites par la Convention citoyenne, ils parlent surtout de ceux qui étaient déjà prévus par le gouvernement sur l'isolation, ce genre de trucs, ou alors sur les bagnoles qui... les deux, en fait, l'isolation et les bagnoles, c'est des trucs sur lesquels énormément d'argent vont pouvoir circuler. Donc c'est aussi une logique capitaliste de dire qu'on va investir dans des trucs qui rapportent du fric, et notamment la bagnole qui est largement subventionnée. Donc tu peux pas faire de l'écologie et à la fois dire que tu vas construire des bagnoles. Bon, après il dit des trucs un peu mieux par rapport au fret et par rapport aux avions. Il dit par exemple qu'il faut régulariser les avions quand tu peux faire la même distance dans le même temps avec un train. Et il dit pareil avec le fret en disant qu'il faut déployer le fret de marchandises qui a quasiment disparu et rétablir les petites lignes. Sauf que ça pose un énorme problème parce que Macron, c'est aussi lui qui a privatisé et qui va libéraliser le marché du rail et la SNCF. Ce qui veut dire que, en gros, les entreprises privées
privés vont s'accaparer les marchés qui sont rentables. Parce que la SNCF gagne de l'argent sur certaines lignes. Donc ce qui fait que l'État va entretenir le réseau, il va entretenir les petites lignes qui sont pas rentables, et il va laisser rouler sur ses propres rails des entreprises privées qui vont se faire du profit privé sur les rares lignes qui sont réellement rentables. Donc soit c'est un mensonge quand il dit qu'il veut rétablir les petites lignes, soit c'est totalement con. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Et là, on arrive du coup à la conclusion où Macron dit qu'il est pour l'indépendance de la France et il part dans un lyrisme que tout le monde est habitué et que tout le monde sait que ça ne veut rien dire. Et c'est comme ça que se termine cette lamentable intervention. Non, parce que ça nous laisse quand même un incroyable sentiment de répétition. Ce qu'il a dit là, il le dit depuis la campagne présidentielle et il ne cesse de le répéter dans toutes ses interviews, dans toutes ses interventions à la télé. Il n'a fait que répéter la même chose. Et pire que ça, il ne cesse de répéter la même chose, et dans ce même chose, il ne cesse de répéter le fait qu'il va changer. Donc ça fait depuis 3 ans qu'on entend que le président va changer, tout en ayant le même discours, tout en ayant la même politique, et tout en ayant le même gouvernement. Donc il veut refaire en 2 ans exactement la même chose qu'il a voulu faire pendant ces 3 dernières années, tout en disant que tout va changer. Voilà, si t'as rien compris à cette phrase, c'est normal parce que c'est un langage macronien. Et ça, c'est une manière aussi de dépolitiser le débat, de rendre le truc imbouffable, parce que toi, très probablement, tu n'as pas regardé cette intervention parce que tu savais très bien, et à raison, que ça allait être hyper chiant. Ce qui fait que plus personne ne l'écoute, plus personne ne le prend au sérieux, et les gens se disent que la politique, c'est de la merde. En gros, sa technique, c'est ça, c'est de décourager les gens de la politique, de les écœurer de la politique, pour à la fois augmenter l'abstention et augmenter le vote Front National pour être sûr d'être élu au second tour, vu qu'il sera face à Le Pen et qu'il y aura le Front républicain, patati patata, on connaît l'histoire. Et donc, si c'est pour répéter en boucle la même chose, on se demande bien pourquoi il a pris la parole. En fait, non, on sait très bien pourquoi il a pris la parole, c'est parce qu'il prépare les élections de 2022. C'est clair, net, il n'est pas là en tant que président, il est là en tant que candidat. Et donc, il profite de ce statut pour faire des interventions dans de beaux endroits, avec des belles caméras, avec des journalistes qui sont très conciliants, et surtout pour se faire passer pour le petit père des peuples, tu sais, le mec rassurant, le gars qui lutte contre les émotions, le gars rationnel et tout ça, voilà, il prépare sa campagne. Donc c'est un truc qui est long, c'est un truc qui est barbant, et je sais même pas si cette vidéo, peut-être que d'analyse, elle a été aussi barbante à cause de ça, mais en même temps, c'est hyper instructif de comprendre et de déconstruire le discours de la Macronie pour bien savoir pourquoi il nous dégoûte et pourquoi son langage et les mots qu'il choisit, ce sont des mots politiques qui sont là pour nous décourager et contre lesquels il faut absolument lutter. Et c'est pour ça qu'il faut prendre le temps d'analyser et de déconstruire, parce qu'à un moment donné, il va falloir essayer de convaincre la grande partie de la population que ce que dit Macron, c'est chiant, mais c'est pas pour rien, c'est parce que c'est de la langue de bois, que c'est voulu et que c'est politique. Il va falloir essayer de convaincre, donc d'avoir des arguments, et donc d'une manière ou d'une autre, d'une façon ou d'une autre, il va falloir analyser et critiquer tout ça. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce format de vidéo, malgré la longueur forcément du truc, parce qu'on essaie d'être explicite là-dedans. On se retrouve donc très vite pour une prochaine vidéo. Normalement, vendredi, on parlera de la liberté d'expression, ça dépend comment je m'en sors avec ce montage-là. Et si t'as aimé aussi le contenu, tu peux la partager à des copains macronistes ou trucs comme ça, qui n'ont pas regardé le discours ou qui l'ont trouvé chiant. Et tu peux aussi t'abonner sur ce bouton-là, puisque on sort à peu près 3 vidéos par semaine. Et en attendant, des bisous, voilà. C'est parce qu'ils sont réfractaires, Non. français ou gaulois? Non, Vous le je disiez. suis gaulois, moi aussi, réfractaire, mais je l'ai dit en m'incluant. Non.